En 40 ans de parcours, la BOAD a fait la preuve de son utilité et de sa raison d'exister. C'est ce que pense aussi le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État salue l'effort de l'institution sous-régionale dans les domaines les plus divers. Ibrahim Boubacar Keïta au micro de nos envoyés spéciaux. Lomé, ou avec nos frères du Bénin, du Togo, du Niger, et les chefs d'État d'autres pays de l'UEMOA, nous avons fêté les 40 ans de la BOAD, notre banque régionale de développement, qui en 40 années a fait beaucoup pour le développement de nos pays. Et le président en exercice de l'Union économique et monétaire l'a dit ce matin, si une telle institution n'existait pas, il aurait fallu la créer. Tant elle a démontré dans tous les domaines, celui des infrastructures, celui du développement rural et agricole, celui de la santé, celui du front social, des écoles, bref, dans tous les domaines d'activité de nos pays, la BOAD a fait ce qu'elle a pu. Et nous avons donc renouvelé notre confiance en l'équipe dirigeante, souhaiter que la BOAD diversifie encore ses interventions et qu'elle fasse également en sorte que le concours au développement de nos pays se développe davantage encore. Les pays sont toujours des vendeurs, nous ne sommes jamais satisfaits, mais pour une banque régionale de développement, en 40 années, elle a démontré qu'elle avait vraiment une utilité et une raison d'exister. Pourquoi nous en sommes félicités. Les anciens responsables de la BOAD, dont le président Boliaï lui-même, qui a été durant 11 ans le président de cette institution, tout le monde s'est félicité donc de la parfaite santé aujourd'hui de la BOAD et a souhaité que notre banque régionale continue sa belle œuvre. Nous avons, je dois le dire aussi, reçu un accueil très chaleureux de la colonie malienne, vous l'avez vu. Il est dommage que nous n'avons pas eu le temps de la rencontrer hors des rencontres, ayant dû quitter tôt le Togo en raison de l'agenda du président togolais lui-même. Mais je veux les remercier vivement de leur accueil. Je remercie également le peuple togolais et ses dirigeants de l'accueil fraternel et très très chaleureux que ma délégation et moi-même avons reçu en terre africaine du Togo. Cela n'est pas pour me surprendre, je connais bien ce pays et je sais la chaleur de son accueil et je sais également l'affection que je trouve personnellement chaque fois que je m'y rends. Voilà ce que je voulais vous dire en souhaitant encore une fois bon vent à la BOAD. Le Premier ministre Oumar Tatamli, à la tête d'une forte délégation composée de 7 membres du gouvernement, est en visite de travail à Gao. Des visites aux notabilités, des rencontres d'échange avec la société civile, les chefs de service et des forces armées maliennes ont ponctué ce voyage. Le Premier ministre a trouvé cette visite plus qu'utile. Il l'a dit au micro de Daouda Zoumana Traoré. L'objet de cette visite à Gao, c'est de rencontrer l'administration, les représentants de la société civile, donc la population, et de venir ici au PC opérationnel de l'opération Maliba, de façon à tout d'abord à marquer la considération du gouvernement pour tout le travail qui est effectué, les conditions difficiles dans lesquelles ce travail est effectué, et apporter tout le soutien que le gouvernement peut apporter dans les circonstances actuelles. J'ai mis à profit ces rencontres, ces séances de travail pour présenter les grands axes de la politique du gouvernement qui ont été fixés sur les recommandations, sur les instructions et les orientations du président de la République. Pour présenter également le programme d'urgence qui est actuellement en cours, qui doit permettre de prendre en charge un certain nombre de situations d'urgence dans le secteur de l'énergie, la disponibilité d'électricité, dans le secteur de l'emploi des jeunes, dans le secteur agricole pour la relance de l'activité dans les périmètres irrigués. Et puis pour écouter les populations, leur écouter, prendre la mesure de
des difficultés, des questions qui restent, qui doivent être résolues. Nous avons beaucoup parlé de redéploiement de l'administration, des conditions concrètes dans lesquelles cela doit se faire. Cela a été envisagé et cela est en train de se faire. Nous avons eu des échanges très instructifs, très émouvants aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de frustrations accumulées et auxquelles nous devons être très attentifs et qui doivent être prises en charge de la manière la plus appropriée. À cet égard, la mise en place prochaine de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation apportera, je pense, des réponses appropriées à toutes ces souffrances accumulées. La reconstruction des villes du Nord constitue une priorité majeure du gouvernement. 5 membres du gouvernement ont fait le voyage de la cité. Des 333 sont sur place. Ils ont visité les structures concernées par des actions d'urgence. Et pour une enveloppe d'1,5 milliard, le gouvernement entend terminer l'ensemble des travaux dans un délai de 3 mois et le programme d'urgence prendra en compte les compétences locales. Tombouctou, nous retrouvons Tandina. Dans le cadre de la reconstruction des villes du Nord, 5 membres du gouvernement sont arrivés à Tombouctou. La délégation a visité la direction régionale de la santé, saccagée par les occupants armés. Ensuite, elle s'est rendue à l'Institut de formation des maîtres IFM et GIR et à l'Académie d'enseignement. J'ai vu les GIR, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que le revêtement, le sol, donc les tableaux bancs, tout est à reprendre en somme. Donc mais nous nous mettons au travail et je pense que très bientôt les Arabisans pourront revenir de Bamako où l'IFM a été délocalisé. Donc pour revenir ici à Tombouctou. Je constate qu'il est nécessaire d'intervenir très rapidement, au moins pour installer la direction régionale, dans un premier temps. Et puis nous verrons les structures de périphérie, là où il est possible de faire quelque chose. Et je répète encore qu'il s'agit là d'une action d'urgence. La station de pompage, la centrale thermique, le chantier de la maison des jeunes et la direction régionale de l'emploi ont été aussi visités. L'ensemble des travaux pour 1,5 milliard de francs CFA. Aux préoccupations des uns et des autres, les visiteurs rassurent. Ce qui est prévu pour Tombouctou, c'est déjà de mener des activités génératrices de revenus pour les jeunes, principalement les jeunes qui avaient déjà des activités qui ont été stoppées par la situation d'insécurité qu'on a vécue ici. Et deuxième chose, c'est de voir par rapport aux jeunes déscolarisés, non scolarisés, demandeurs d'emploi, pour assurer des formations professionnelles. J'ai demandé au directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle de bien vouloir établir la liste de leurs besoins afin que nous voyions ce que nous pouvons faire. Le gouvernement a pris des décisions d'urgence pour renforcer le parc de production. Il y a 2-3 autres groupes qui sont commandés de 3 MW. En marge de tout cela, le gouvernement a décidé, pour renforcer la sécurité, d'installer de l'éclairage public dans toutes les villes du Nord. La reconstruction de la ville de Tombouctou se fera avec les compétences locales et l'expertise de l'État malien. Le président du Conseil économique et social et culturel a reçu en audience le groupe Vision pour la renaissance du Mali. Le groupe était allé partager son projet concernant l'élevage de dromadaires et d'autriches dans les régions nord du Mali. Cette démarche menée conjointement avec la ferme Clédou cadre avec les initiatives de développement des régions nord en cette période de sortie de crise. Compte rendu chez Koumar Sangaré. Les dromadaires et l'Autriche, un espoir de développement intégré du Mali. C'est l'intitulé de ces projets destinés à contribuer au développement du Nord Mali. Les membres du groupe Vision pour la Renaissance du Mali étaient venus présenter cet ambitieux projet au Conseil économique, social et culturel. Pour le projet, le groupe est en partenariat avec la ferme Clédou et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Il ne s'agit pas de demander aux Maliens d'inventer la roue, mais de rationaliser les potentialités qu'ils ont déjà. Et parmi ces potentialités aujourd'hui, nous pensons que le dromadaire et l'Autriche sont effectivement une opportunité pour le développement intégré du Mali. Et tout simplement, l'élevage de l'Autriche, c'est quelque chose de très rentable parce qu'on ne jette rien dans l'Autriche. Les plumes, la peau, les os, même la graisse d'Autriche, c'est vendu à part.
La rencontre a été marquée par la remise des documents sur le projet et sur la ferme Clédou au président de l'institution qui adhère à l'initiative. Aujourd'hui, en faire de l'élevage un produit national d'envergure industrielle et au niveau des chamelles, au niveau des Autriches, et je pense que c'est un projet porteur. Le groupe Vision pour la Renaissance du Mali ambitionne à travers ses projets l'intensification de l'élevage des dromadaires à Tombouctou, Gao et Kidal, en plus d'un musée pour l'Autriche. Action de bienfaisance, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission internationale des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a visité ce matin le groupe scolaire de Taliko. Taliko, c'est un commune 4 du district de Bamako. L'établissement reçoit aujourd'hui environ 1000 élèves. Et cet établissement a été entièrement repeint par la MINUSMA. Les travaux ont été effectués par le contingent ghanéen. Garibou Pérou a tendu son micro au chef de la MINUSMA. Ici, c'est le quartier qui était durement touché par les inondations. Il y avait beaucoup de morts et l'école était vraiment détruite. Alors, comme casque bleu, ici, je suis avec le contingent de Ghana. Nous avons pris l'initiative d'aider les écoles. Parce que la sécurité, c'est pas seulement la sécurité physique, mais aussi le futur des enfants. D'aller à l'école, de trouver un nouveau futur dans une Mali réconciliée. Et c'est pour cela que maintenant, nos casques bleus, on dit on va aider les écoles pour repeindre tout ça, pour assurer qu'il y a, avec des couleurs optimistes, aussi un nouveau futur pour les élèves ici. C'est un petit geste, mais c'est important, parce que les casques bleus, les Nations Unies veut être avec les populations. Je crois pour le Mali, c'est la priorité numéro 1. Si les jeunes filles et les jeunes hommes qui sont ici sont bien éduqués, il y a un futur d'investissement, de trouver un travail. C'est ça ce que nous sommes ici, pour catalyser ça. Et ça, c'est le petit geste. Mais le vrai travail, c'est le vrai travail pour le secteur d'éducation. Je vous le disais dans les titres, le premier lot des futurs imams maliens en formation au Maroc est arrivé à Rabat. Sur place, ils ont trouvé le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte et son homologue marocain. Les futurs imams ont été informés sur les conditions dans lesquelles se dérouleront leurs études. Envoyés spéciaux à Rabat, Alousseni Touré et Tchidi Kamara. La centaine d'auditeurs maliens sélectionnés pour être formés à devenir imams sont désormais en de bonnes mains. Ils résideront pour 2 mois dans un hôtel avant de rejoindre leur site définitif, probablement situé à Fès. Ils étudieront et résideront sur le même site et seront pris en charge par le Royaume du Maroc sur le plan santé, assurance, hébergement et nourriture, sans oublier une bourse mensuelle pour chacun d'entre eux. Sa Majesté le Roi, commandeur des croyants, est le premier à annoncer et à initier et enclencher ce type de coopération qui, au cœur de notre société, de toutes les sociétés, a sa place. Former un leader religieux, un régulateur de la conscience religieuse et quelqu'un qui nous préserve de l'ignorance, de la déviation et de l'imposture. Pour ce qui concerne la formation proprement dite, elle s'étendra sur 2 ans et embrassera des matières comme le Coran et la science islamique, le prêche, la communication, la malikia, etc. Bref, un programme bien fourni. Moi, je remercie le roi du Maroc, commandeur des croyants. Au nom du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, pour ce geste. Plus que jamais, il est urgent. Il urge que l'islam retrouve sa valeur première, une religion de paix, de pardon, d'amour, de respect du droit à la différence. Et c'est là les premiers vecteurs de ce message de l'islam, comme l'a souhaité ou comme l'appliquait le prophète Rasoulillah, c'est les imams, les leaders, les guides spirituels. La promotion suivante prendra place dans exactement 1 an.
Avant l'arrivée de ce premier contingent, une cérémonie de signature de convention avait réuni Maliens et Marocains. Par ce geste, les ministres Ahmed Taoufik et Thierno As Diallo consacraient l'acceptation des termes de la convention portant sur la formation par le Maroc de 500 imams maliens sur 5 ans. Pour les deux ministres, la présente convention est le fruit d'une volonté clairement affichée de nos deux présidents, de nos deux dirigeants, à savoir Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali, à l'image des pays du monde, va célébrer demain 14 novembre la journée mondiale du diabète. Cette année, le thème retenu est l'éducation et la prévention du diabète. Une journée qui sera célébrée en collaboration avec la Fédération nationale des diabétiques du Mali. Nous vous proposons un extrait du message du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, extrait recueilli par Isaac Chinou. Chers compatriotes, le Mali, chaque année, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 14 novembre la journée mondiale du diabète. Le thème retenu cette année est l'éducation et la prévention du diabète. Cette journée mondiale du diabète sera célébrée au plan national en collaboration avec la Fédération nationale des diabétiques du Mali. Chers compatriotes, le diabète est une maladie chronique qui affecte aujourd'hui plus de 300 millions de personnes dans le monde. Chaque année, il est responsable de la mort d'environ 3,8 millions de personnes, soit près de 10 410 décès par jour. Selon la Fédération internationale du diabète, en 2030, le diabète pourrait toucher plus de 500 millions de personnes et devenir ainsi l'une des principales causes d'invalidité et de décès dans le monde. D'ici à 2030, la prévalence du diabète pourrait passer de 6,6% à 7,8% de la population mondiale. Particulièrement en 2030, les pays en voie de développement compteront 76% des malades du diabète dans le monde. Le monde célèbre donc demain, le 14 novembre de chaque année, la journée mondiale du diabète. Cette année, le thème est diabète, protégeons notre avenir. Dans son message, le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique préconise d'accentuer la lutte contre la maladie, notamment par la sensibilisation, car en 2011, il y avait plus de 14 millions de diabétiques en Afrique, dont 344 000 décès. Nous vous proposons le message lu par docteur Ibrahim Socéphale, représentant résident de l'OMS dans notre pays, des propos recueillis par Ba Traoré. Différents facteurs, à savoir entre autres la modernisation, l'urbanisation rapide et la promotion agressive des aliments nuisibles à la santé contribuent grandement à la progression spectaculaire du diabète en Afrique. Les populations de notre région adoptent de plus en plus de modes de vie caractérisés par une activité physique réduite et par des habitudes alimentaires impliquant une consommation accrue de sucre raffiné et de graisses saturées. Les difficultés des pays à lutter contre le diabète sont bien connues. Les services de prise en charge des maladies chroniques sont mal organisés. La sensibilisation des populations au diabète est limitée. Il n'existe pas de programme d'éducation bien structuré à destination des patients et des professionnels de la santé. Par ailleurs, la plupart des pays ne disposent pas de programmes nationaux de lutte contre le diabète et les difficultés d'accès à des médicaments abordables pour le traitement de la maladie méritent notre attention. Les investissements, la recherche et les systèmes de santé n'ont pas progressé assez rapidement pour faire face à la charge liée au diabète et aux autres maladies chroniques. L'éducation au diabète est essentielle pour la prévention et la prise en charge de la maladie. Par conséquent, les gouvernements, les partenaires au développement, les organisations de la société civile devraient mener des campagnes d'information sur la santé en vue de sensibiliser les populations sur la maladie en mettant l'accent sur la prévention.
Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, sera de cette célébration de la Journée mondiale du diabète. Le thème retenu par notre pays est l'éducation et la prévention, protégeant notre futur. De nombreuses campagnes de sensibilisation, aussi des dépistages gratuits vont émailler la journée. Le président de l'association malienne de lutte contre le diabète, Adama Moussa Diallo, livre aussi un message. Il est au micro de Moussa Fani. Chers compatriotes, demain 14 novembre 2013, le Mali, à l'instar des 160 pays du monde affiliés à la Fédération internationale du diabète et membres des 200 associations de cette organisation, à travers l'Association malienne de lutte contre le diabète depuis 1994, commémore la Journée mondiale du diabète. Cette année 2013 marque la fin d'une campagne de 5 ans, période allant de 2009 à 2013, ayant pour thème l'éducation et la prévention du diabète. Le grand public doit être informé comment reconnaître le diabète à un stade précoce et comment prévenir les complications. Tous les pays riches et pauvres souffrent des conséquences de l'épidémie de diabète. Le diabète affecte tout particulièrement les personnes défavorisées d'un point de vue social et économique. Selon les études récentes, toutes les 10 secondes, 2 personnes développent le diabète, soit 6 311 520 personnes par an. Et selon les mêmes études, une personne est amputée à cause du diabète, soit 3 155 760 personnes amputées par an. À présent, l'actualité des législatives du 24 novembre prochain, l'Association pour le développement de l'initiative communautaire ADICO a procédé en commune 1 et 6 du district de Bamako au lancement de sa campagne de mobilisation en vue des élections du 24 novembre prochain. Il s'agira pour l'ADICO, à travers ses points focaux dans ces communes, de mener des activités d'information et de sensibilisation pour une participation massive à ce scrutin. Nouroum Sissoko, compte rendu. La participation massive des citoyens au vote demeure un enjeu majeur. C'est tirant les leçons des échéances électorales à faible taux de participation que l'Association pour le développement de l'initiative communautaire ADICO a initié cette campagne en communes 1 et 6. Cela grâce à l'accompagnement du projet d'appui au processus électoral au Mali PAPEM et le PNUD. Informer la population en âge de voter en vue de la mobilisation des électeurs, notamment les groupes les plus défavorisés, sensibiliser la population sur l'importance de leur vote dans l'élection des députés, expliquer le mécanisme de participation aux élections, notamment le retrait des cartes minantes, les processus électoraux et ses enjeux, y compris la sécurisation des votes. La stratégie de l'ADICO va consister à mener des activités de sensibilisation de proximité auprès des électeurs potentiels à travers ces points focaux. Les candidats aux législatives ne seront pas épargnés. Cette approche est bien accueillie par les autorités municipales. Je me réjouis à plus d'un titre. Nous avons fait un constat avec la première élection présidentielle, avec l'appui des ONG qui ont eu à éduquer et sensibiliser dans ce domaine-là. L'amélioration s'est fait sentir. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au processus électoral. Un projet qui vise à consolider la pratique démocratique dans notre pays. En troisième région, les préparatifs des législatives se déroulent normalement. Le chef de l'exécutif a pu le constater en se rendant auprès de la commission de révision des listes électorales de Koutchala. Les radiations et les transferts sont terminés pour ces législatives, selon le président de la commission. ORTM Sikasso, Idrissa Ngoulou Sissoko. Réussir les législatives du 24 novembre prochain, telle est l'ambition des autorités régionales de Sikasso. C'est pourquoi le gouverneur de la région a rendu visite à la commission de révision de la liste électorale de Koutchala. D'après le président de cette commission, 276 personnes ont été radiées et 178 transférées pour les législatives. Au total, c'est 253 418 électeurs
répartis dans 660 bureaux de vote qui choisiront leurs députés sur cette liste le 24 novembre prochain à Koutchala. Bon, la révision se passe normalement au niveau de la commission de la commune urbaine de Koutchala, à l'instar des autres commissions. Comme vous savez, cette révision a commencé depuis le 1er octobre et ça doit continuer jusqu'au 31 décembre. Mais il y avait aussi en marge une opération spéciale de transfert pour les législatives, donc qui s'est bien déroulée. Et je crois que les résultats de cette opération de transfert sont déjà arrivés à Koutchala. Donc déjà les préfets ont fini avec les configurations de bureaux avec la DG. Pour les législatives, en réalité tout est prêt. Nous sommes en plein dans les formations. Au niveau de jusqu'au 20, on sera dans les formations à travers toute la région. Le gouverneur de la région de Sikasso, je le disais donc, a visité également, puisqu'il était à Koutchala, a également visité le centre d'instruction militaire de Koutchala. Dans ce centre, c'est plus de 1000 recrues qui sont en formation. Selon les instructeurs, ces jeunes sont aujourd'hui prêts à être opérationnels sur le théâtre des opérations. Idrissa Ngoulou Sissoko, que nous retrouvons toujours. Situé à quelques kilomètres de la ville de Koutchala, le centre d'instruction militaire forme depuis juillet dernier 1013 recrues au métier des armes. Pour le moment, on n'a pas de problème et on est sûr que, d'après les encadreurs, vous avez entendu que les gens sont prêts à être déployés sur le terrain, même aujourd'hui. Et ils sont fiers de le dire parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. C'est des professionnels que j'ai ici, autour de moi. Et avec les recrues, ils ne badinent pas. C'est la formation sans complaisance et professionnelle. En se rendant dans ce centre, le chef de l'exécutif régional voulait s'enquérir des conditions de formation des futurs soldats. Après une présentation du centre par les officiers, il a visité la cuisine, l'infirmerie et les tentes avant d'assister à un défilé des recrues. C'est au champ de tir qu'il a pu apprécier la qualité de la formation. Les impressions sont très bonnes par rapport à ce que j'ai vu ce matin. Et au niveau du centre où le colonel Nema est en train de se battre comme un beau diable pour mettre ces hommes dans un minimum de conditions de travail. Et par rapport à ce que nous avons vu aussi sur le champ de tir, parce que c'est ce que nous avons toujours déploré, nos formations étaient un peu trop biaisées, et par rapport au temps et par rapport au programme. J'étais très ravi d'entendre les encadreurs disent qu'ils sont à 75% d'exécution de leur programme de formation. Il reste seulement 1 mois et demi et qu'ils sont dans les délais. Ça veut dire que rien n'est laissé au hasard. Probablement en décembre, ces jeunes soldats seront opérationnels sur le théâtre des opérations. L'ONG Grade et World Vision s'associe en faveur de près d'une centaine de ménages revenus au bercail par l'octroi d'équipements de première portée. Le coût total de ce projet, qui concerne toute la 7e région, est estimé à 20 millions de francs CFA. Une cérémonie organisée pour la remise à mobiliser donateurs, autorités et bénéficiaires dans la cité des Askia. Daouda Zoumana Traoré. Des nattes, des lampes, des bouilloires, des cartons de savon, des bidons, des moustiquaires imprégnés ont été octroyés à des ménages qui ont volontairement accepté de revenir chez eux. Ce projet d'aide aux déplacés et réfugiés est une synergie d'action entre l'ONG Cabinet de recherche, Action, Développement endogène et World Vision. Les deux partenaires assistent ainsi ces personnes qui ont trop souffert de la crise. En procédant à des remises symboliques, autorités et bénéficiaires se sont réjouis d'avoir été épaulés par des bonnes volontés. Les gens, quand ils se sont déplacés, la plupart des petits hôtels qu'ils avaient se sont tous dégradés. Or, les gens avaient un besoin pressant de revenir chez eux. Il fallait avoir le minimum de moyens. Nous avons quitté Ménaka, on a tout perdu. Mais grâce à cette ONG, on a pu avoir au moins des matériels de base. Le maire adjoint de la commune urbaine de Gao, Bouakar Al-Bachar Touré, s'est dit réconforté par ce geste qui vient atténuer la souffrance d'une franche partie de sa population. L'achat de ces matériels a coûté 20 millions de francs CFA aux donateurs, dont le seul but est le retour et l'installation des ménages après cette crise.
C'est pourquoi d'ailleurs le critère de sélection des bénéficiaires a été fait minutieusement. On a fait la sélection de façon hasardeuse. On prend le numéro de téléphone, on appelle, on pose toutes les questions relatives à l'âge de la personne qui nous répond et à son statut en termes de chef de ménage homme ou femme, au nombre de personnes en charge, et voilà toutes ces questions que nous avons mises en évidence pour pouvoir choisir les 150 ménages en termes par rapport aux trois catégories. Les différents acteurs se sont apaisantis sur la bonne utilisation des kits remis pour le besoin de la cause. Ouverture de la 10e édition des Journées maliennes de la qualité, c'était au Centre international de conférences de Bamako, avec comme thème management de la qualité, sécurité, environnement face au changement. Les présentes journées visent à développer et à renforcer une véritable culture de la qualité comme instrument pour le développement social, économique, social et culturel de notre pays. Ces journées sont organisées par l'Association malienne pour la qualité. Reportage Lamine Keita. Ce forum constitue un créneau pour la promotion de la qualité au sein des structures privées et publiques. Il se tient à un moment où le changement de comportement est sollicité dans notre pays. Les Journées maliennes de la qualité, 10e édition, portent sur les systèmes de management, qualité, sécurité, environnement, autrement, système de management intégré face au changement. Ce thème, ô combien d'actualité, mérite une attention particulière de toute la République du Mali qui aspire à un changement profond. Pour le président de l'Association malienne pour la qualité, le thème choisi pour cette 10e édition est en parfaite harmonie avec la politique nationale de la qualité initiée par le gouvernement. Nous avons choisi cette année d'utiliser, parce que le Mali est dans une optique de changement, après tout ce que nous venons de vivre. Donc pour faciliter ce changement dans les entreprises et même dans l'administration publique, on peut se baser sur les systèmes de management qu'on appelle intégrés, donc qualité, sécurité, environnement, qui vont permettre à faciliter le changement, à promouvoir le changement et l'amélioration continue de nos entreprises. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines a salué la tenue de ces journées qui vont en droite ligne de la politique du gouvernement en matière de qualité. En programmant cette activité, notre conviction est que c'est à travers le développement d'une véritable culture de la qualité que notre pays, qui dispose déjà de nombreux atouts naturels, réussira à valoriser ses filières agro-pastorales et minières et saisir les nombreuses opportunités qui s'offrent à lui sur les marchés locaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux. Durant 3 jours, les participants à cette rencontre vont faire des communications sur, entre autres, le management de la qualité de l'administration publique, le management et la gouvernance de la République, le système de management qualité, sécurité, environnement. Fin accueil des activités de l'Union des jeunes de l'espace UEMOA 2 jours durant. Plus d'une cinquantaine de jeunes ont été informés et sensibilisés sur les thèmes de l'environnement mondial, les préoccupations nationales en matière d'environnement. Nous retrouvons depuis Kaye Mahamadou Aliou Bari. Le Mali a conçu et mis en œuvre des politiques stratégiques, programmes et projets de gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Malheureusement, la situation de l'environnement du cadre de vie de ces populations reste préoccupante. C'est pour répondre à cette préoccupation que l'Union des jeunes de l'espace UEMOA a procédé dans la cité des rails au lancement du projet intitulé « Contribution à la protection de l'environnement à travers la mobilisation et la conscientisation de la jeunesse ». Les questions environnementales sont devenues une réalité au Mali. Et si des actions urgentes ne sont pas entreprises, le développement pourrait être compris dans son ensemble. Financé par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, ce projet vise la conscientisation du plus grand nombre, à savoir élèves et étudiants, la société civile entre autres, sur les préoccupations environnementales de l'heure. 2 jours durant, l'Union des jeunes de l'espace UEMOA a échangé sur les changements climatiques, la biodiversité, les polluants organiques persistants, entre autres. Aussi, le chef de l'exécutif régional a invité les jeunes à œuvrer à la promotion d'un réel changement de comportement en faveur du développement durable. La jeunesse qu'on dit être l'espoir de demain, mais une jeunesse consciente, puisque qui parle de l'environnement, se projette déjà vers le bien-être futur. Parce qu'on ne pourra rien construire de bon aujourd'hui dans un environnement malsain. La boucle a été bouclée par une journée de ramassage des déchets plastiques au marché de Lafiabougou et du reboisement de l'espace se trouvant derrière le camp militaire de Kaye.
Construit dans un style architectural, Bandiagara, le pays d'Ogon, est la toute première destination touristique de notre pays. Cette activité a malheureusement chuté du fait de la crise. Aujourd'hui, il est question d'aller vers un tourisme national où les Maliens se servent du passé pour préparer le futur. Et c'est dans cette optique qu'un monument culturel vient d'être érigé au cœur de la ville. Ce monument retrace l'historique de la cité du plateau d'Ogon. Nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Moulay Sidibé nous présentent ce monument, un monument qui a un rapport direct avec l'histoire de la ville. Bandiagara, ville fondée en 1903, souffle ses 110 bougies. Ville cosmopolite de brassage des peuples, carrefour de civilisation, le nom Bandiagara signifierait la grande écuelle. Et c'est cette écuelle qui caractérisait le fondateur du village. Il s'agit de Nangabanu Tembeli. Nanga, c'est nécessité, fructueux ou nombreux. Et maintenant, Banu, c'est... Il y avait d'autres Nanga au village d'origine qui étaient noirs. À lui, il était teint rouge. C'est Nanga, Banu, donc Banu s'est été qualifié selon son teint. Nanga rouge. Et maintenant, ton nom de famille, c'est Tembene, qui a été écrit Tembeli par le colonialiste. Tembene, ça veut dire que les Dogons, en général, les Dogons, en partant du Mandé jusqu'en pays Dogon, n'a jamais été brutal, n'a jamais voulu occuper d'autres régions et d'autres peuples pour les garder comme captifs. Et c'est ce monument qui symbolise désormais celui-là qui est considéré comme le génie protecteur de la ville. Mais qui est véritablement cet homme? Il représente le bon sens. Il était d'abord cultivateur. Voilà ce qu'il représente un peu aussi l'union. Il ne faut pas être paresseux, travailleur. Ce monument sert donc d'abreuvoir pour la jeune génération en perte de repères. Ce qui se trouve dedans, ce qui ne se trouve pas dedans, il s'exclut lui-même. Un pays d'Ogon. Il ne faut pas chercher à s'approprier pour soi-même une terre. Ce monument long de 33 mètres de hauteur s'annonce comme un instrument qui contribuera à donner au Dogon son prestige d'antan. Cette bâtisse vient ainsi rallonger la liste des monuments culturels dans le pays Dogon avec ses nombreux sites d'attraction et autres masques comme par exemple ceux-là qui sont venus du Djigibombo. Le cercle de Bandiagara se singularise par son style architectural. Et cette ville a vu naître des personnages qui ont marqué l'histoire du Mali. El Hadj Omar Tall, Yambou Wologem, Amadou Ampateba, Tchornosei Boukartal, pour ne citer que ceci. Et pour mémoire, le site de la falaise de Bandiagara est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1989. Avant de boucler ce journal, c'est quelques communiqués. Le ministre de l'administration territoriale qui convie les responsables des partis politiques à une réunion du cadre de concertation administration territoriale partis politiques. La dite réunion aura lieu demain jeudi à 15h dans la salle de réunion du gouvernorat du district de Bamako. Hors du jour, information sur l'état des préparatifs des élections législatives du 24 novembre prochain. Dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection législative du 24 novembre, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain jeudi 14 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, Badjan Ag Ahmatou, 9h20 l'UFD, 9h40 indépendant Karzok, 10h UDA, 10h20 indépendant Sinini Sigi Gundo, 10h40 ANCD Mali, 11h CD, 11h20 indépendant Kaï Sigide, 11h40 RJP, 12h Sira, 12h20 MPJS, 12h40 UDD, à 13h PRVM, 13h20 ADM, 13h40 Indépendant
Hier, Nieta, à 14h, PSDM. Juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats ADCAM, RPM, UM, RDA, Indépendant Alliance Commune 1, PDM, PRDT, Indépendant Mouvement Patriotique Kaysien, MPR, Ramat, RDR, Indépendant Faso Kanou, UMAM, PCR, Indépendant IBF. Et cette page noire, le monde de la culture en 2 et en 4e région, Mamadou Koulibaly, le chanteur qui a fait évidemment la gloire du Super-Biton national, est décédé à Ségou. Il a été conduit à sa dernière demeure. Aujourd'hui même de Ségou, nous retrouvons Kandesila. Il fut l'un des tout premiers chanteurs du Biton national, Mamadou Koulibaly, affectueusement appelé Koulou, qui s'en est allé ce mardi à Ségou, est né vers 1945 à Mopti. Et c'est dans les années 1960 qu'il intégra l'orchestre régional, le Biton, qu'il contribua fortement à sa gloire. Tous les vieux classiques de cet orchestre ont été chantés par cet artiste hors pair. Warabachacho, Sike Nyanamba, Damonzon, Bakarijan, entre autres. Koulou, vraiment, quand je l'ai trouvé dans le Biton, j'ai trouvé un homme formidable, ouvert, très gentil, vraiment. Ce que je retiens de Koulou, c'est ces dernières années. Franchement, voici un artiste émérite, vraiment qui a tout donné pour le Mali, pour Ségou, pour le Mali, mais qui est fini dans l'anonymat, dans la vie, totalement diminué, vraiment. C'est une grande perte pour nous. C'est grâce à lui que je me suis frayé un chemin dans la musique. Mamadou Koulibaly, qui repose désormais au cimetière de Ségou, laisse derrière lui une fille. Ainsi va la vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille à son sein. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, vous aurez rendez-vous avec Amadou Sankaré. Je me ferai le plaisir d'être là pour les éditions du soir. D'ici là, vous pouvez visiter notre site internet www.ortm.ml. Bonne suite.